scellé entre la RDC et la Serbie dans plusieurs secteurs stratégiques. Le président RD congolais a été reçu par son homologue serbe. Des personnalités, à travers leur délégation, ont procédé à la signature des accords. Vous le verrez animé un point de presse, images et commentaires au début de cette édition. Au sommaire également, la problématique de chaînes d'approvisionnement illicite en minerais qui alimentent le conflit dans l'Est du pays. Kinshasa avait stoppé ces fléaux. Le cinéma a été choisi pour sensibiliser sur le génocoste. 30 ans, ça suffit, la RDC intensifie de plaidoyer pour la reconnaissance officielle du génocoste. Et ce samedi, le ministre des Droits humains, Samuel Bemba, a poursuivi sa campagne de vulgarisation de des résolutions reconnaissant le génocide congolais adopté par la Commission africaine de droits de l'homme et de peuple ainsi que par la société civile africaine. Les motivations tout à l'heure, Madame Bécheux, voilà tout pour le titre. On développe un partenariat signé entre la RDC et la Serbie dans plusieurs secteurs stratégiques. Hier vendredi, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a été reçu par son homologue serbe. Les deux personnalités, à travers leur délégation, ont procédé à la signature des accords au palais présidentiel au début de cette édition par ses reporters signés Blandine Zovo et Coco Molichon. Au palais présidentiel, en début de matinée, le président de la République est reçu par son homologue serbe Alexander Vučić, moment empreint de solennité à en juger par le déploiement de la garde d'honneur pour magnifier la présence de l'hôte de marque. L'hymne national congolais retentissait. Suivi de celui de la Serbie, signe de l'amitié qui lie les deux nations. Puis vint la traditionnelle séance de prise de photos. Les deux personnalités se sont retirées pour un tête-à-tête. Trois principaux secteurs sur la table des échanges entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Alexander Vučić, à savoir l'éducation, les mines et l'agriculture. Les deux chefs d'État ont également évoqué la mise en place des programmes d'échange universitaires, des partenariats technologiques pour une exploitation minière durable, sans omettre la coopération dans le domaine agricole visant la modernisation des outils de production. Quelques heures après la séance des huis clos de deux chefs d'État, les gouvernements des deux pays ont signé 4 accords majeurs en présence de leurs chefs d'État. Le premier, conclu entre les deux ministères de l'Intérieur et Sécurité, porte sur une coopération renforcée dans la lutte contre la criminalité, le blanchiment des capitaux, le terrorisme, ainsi que l'appui à la formation de la police nationale congolaise. Le second accord, engagé par le ministère des Sports et Loisirs, prévoit des échanges d'expertise, des programmes de formation et un appui au développement des infrastructures sportives. Le secteur de l'éducation, l'une des priorités pour la République démocratique du Congo et la Serbie, les deux chefs d'État ont exploré la possibilité de mettre en place des programmes d'échange universitaires, la formation technique et le renforcement des capacités, notamment dans les sciences appliquées, l'ingénierie. L'accord prévoit également l'octroi de 25 bourses d'études par an. Ce quota sera doublé dans le cadre du programme de renforcement de la coopération académique conclu avec le gouvernement serbe. L'objectif étant de permettre aux jeunes Congolais d'accéder à une expertise serbe reconnue tout en encourageant une coopération académique plus large. Sur le plan diplomatique, 2 autres textes viennent consolider la relation bilatérale. Le premier renforce la collaboration entre les académies diplomatiques des deux pays, tandis que le second instaure des consultations politiques régulières et une coopération institutionnelle accrue.
On change carrément de chapitre. C'était hier vendredi. La réunion du Conseil de ministres. Je nous propose de suivre cet extrait du compte rendu fait par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. La communication de la première ministre et chef du gouvernement a porté sur la situation des accidents de circulation routière. À ces propos, elle a indiqué que le gouvernement demeure profondément préoccupé par la problématique des accidents de circulation routière qui ont récemment enregistré une recrudescence à Kinshasa et à travers le pays. Ces accidents ont entraîné un taux élevé de décès et des dégâts matériels importants. À Kinshasa, un accident s'est produit le lundi 24 novembre 2025 sur la route de Matadi, près de l'arrêt Gramalik dans la commune de Ngaliema. Une dizaine de compatriotes ont perdu la vie, ainsi que d'importants dégâts matériels causés par le camion qui transportait des matériaux concassés destinés à un chantier public de voirie. Au nom du gouvernement, elle a déploré vivement cette situation et a adressé ses condoléances les plus attristées aux familles touchées par ces drames. Afin de prévenir de tels accidents et sans préjuger des mesures que doivent prendre les services compétents, elle a invité le vice-premier ministre de Transport, ainsi que celui des infrastructures à veiller, chacun en ce qui le concerne, à ce que tous les véhicules affectés au service public soient soumis à un contrôle technique obligatoire. Et face à la recrudescence de ces accidents, elle a précisé que le gouvernement réaffirme son engagement ferme en faveur de la sécurité routière. Il est donc impératif que chaque acteur, dans le respect strict des normes et obligations légales, prenne ses responsabilités pour prévenir des nouveaux drames. La vie des citoyens ne saurait être compromise par des négligences ou des manquements et les gouvernements demeurent déterminés à agir résolument pour assurer la sécurité de tous sur nos routes, a-t-elle conclu. Dans l'actualité également, la problématique de chaînes d'approvisionnement illicite en minerais qui alimentent le conflit dans l'est du pays. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Aimé Boji, l'a évoqué à Durban, en Afrique du Sud, lors de la réunion du comité exécutif du Forum parlementaire de la SADC, Alim Balaka et Patrick Badibanga. Au forum parlementaire de la SADC, le président de la Chambre basse de la RDC, Aimé Boji Sangara, a replacé la question des chaînes d'approvisionnement en minerais au centre des discussions. L'honorable Aimé Boji Sangara a rappelé que l'exploitation illicite des minerais stratégiques par les groupes armés, notamment l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, alimente la guerre dans l'est de la RDC. Il appelle le pays de la SADC à agir ensemble pour garantir la traçabilité des minerais, renforcer les législations régionales et soutenir la RDC face à une agression dont les effets touchent toute la région. Les minerais stratégiques, qui devraient être une source de prospérité collective, continuent d'alimenter des groupes armés et des économies parallèles au détriment de la stabilité régionale. En effet, au lieu d'alimenter les recettes de nos États pour financer les secteurs sociaux de base, ils ravitaillent le cycle des violences en accumulant la richesse personnelle des seigneurs de guerre. Notre responsabilité en tant que dirigeants parlementaires de la SADC est triple. 1. Légiférer pour plus de transparence, de traçabilité et d'intégrité de nos chaînes d'approvisionnement. Promouvoir une intégration économique régionale plus inclusive des minerais stratégiques afin que les impacts positifs soient les plus largement partagés. Réaffirmer notre solidarité indéfectible avec la République démocratique du Congo, dont le territoire subit une agression qui a des répercussions sur toute la région. Une démarche qui s'inscrit dans la diplomatie parlementaire menée en appui aux efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un retour durable de la paix à l'est de la RDC. Suivons à présent le point de presse, le point de la plénière sur la reddition de comptes. Blaise Bokoka.
Les jours passent, mais ne se ressemblent pas à la Chambre basse du Parlement. La plénière de ce vendredi 28 novembre 2025 a porté sur l'examen et l'adoption de la reddition des comptes exercice 2024. L'économie de ce rapport présenté il y a quelques jours par le premier président de la Cour des comptes, ce projet de loi déclaré recevable par la plénière était mis à la disposition de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire pour un examen approfondi. Les membres de cette commission ont travaillé d'arrache-pied, nuit et jour, pour son adoption en commission, ce avant de soumettre le rapport des travaux à la plénière. Sur les 347 députés présents, 346 ont voté oui, aucun non et une abstention. Guy Mafuta s'en réjouit. À l'ouverture de cette plénière, les députés nationaux ont formulé plusieurs questions d'information sur telle ou telle autre préoccupation de la population disséminée à travers le pays. En date du 17 novembre 2025, il y a eu effondrement de la mine de Kalondo située à plus de 42 km au sud-est de Kolwezi, avec comme conséquence de la mort de plus de 35 exploitants artisanaux qui vivaient principalement des retombées et issues de l'exploitation artisanale de cette mine. À travers cette loi, le gouvernement présente les opérations de l'exécution du budget du pouvoir central telles qu'elles ont été appréhendées à partir du compte général et du trésor. Objectif, faire ressortir les points forts et faibles du budget 2024 afin d'améliorer les prochains budgets. Je le disais à l'introduction, le ministre des Droits humains, Samuel Bemba Kabouya, a poursuivi ce samedi 29 novembre 2025 sa campagne de vulgarisation de 2 résolutions reconnaissant le génocide congolais adopté par la Commission africaine de droits de l'homme et de peuple ainsi que par la société civile africaine. La motivation de ces démarches dans ces récits signés Chemin Dodo. Dans un auditorium du fleuve Congo Hotel entièrement rempli, le ministre a invité les activistes et défenseurs de droits de l'homme à s'approprier ces résolutions et à contribuer à leur diffusion auprès du public. Il a rappelé que ces avancées sont le fruit de l'engagement des autorités congolaises dans la défense des droits humains. Intervenant lors de la cérémonie, Maître Jonas Tchombela a salué l'initiative et assuré que la société civile congolaise s'emploiera à relayer largement ces résolutions. Il a également félicité le ministre des Droits humains, Samuel Bemba Kabouya, pour cette démarche visant à renforcer la mémoire collective et la lutte contre l'impunité. Nous irons jusqu'au bout. Le génocide contre certaines communautés reconnaît donc le génocide. Je crois à l'issue de la table ronde qui se profile, nous irons dans les universités, dans les écoles, nous allons dans le marché pour que ça cesse d'être l'affaire des experts qui sont au niveau du ministère, ni au niveau du gouvernement, que ça devienne une propriété privée de la population congolaise. Ce contrat a enregistré la participation de la Commission nationale de droits de l'homme, représentée par sa vice-présidente ainsi que plusieurs organisations et personnalités engagées dans la promotion et la protection des droits humains. Peut-on utiliser le cinéma pour faire voir au monde ce qui se passe réellement dans l'Est de la RDC? Déjà 30 ans, massacre, viol, terrorisme, un film qui entend dénoncer le génocide perpétré en RDC. La fondation Charlène Moké a officiellement lancé son projet cinématographique intitulé L'enfer de l'Est. Sandra Nyangi. C'est un du cœur, un appel à l'éveil national et à la justice internationale. Lors d'une cérémonie organisée autour du plaidoyer pour la reconnaissance des crimes commis en République démocratique du Congo, les mots ont résonné avec une force bouleversante. Il est temps que chaque Congolais s'élève. Depuis près de 3 décennies, le pays endure les violences d'une ampleur exceptionnelle. Massacres des civils, violences sexuelles massives, utilisation d'enfants dans les conflits, déplacements forcés des populations et pillage systématique des ressources naturelles. Des drames largement documentés par plusieurs organisations nationales, internationales et par des rapports indépendants.
Pourtant, sur la scène mondiale, ces atrocités restent souvent qualifiées des crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, alors qu'une partie croissante de la société civile congolaise demande désormais leur reconnaissance comme le génocide. Selon le comité scientifique accompagnant le ministère des Droits humains, dont les analyses ont été présentées au public, plusieurs éléments pointent, selon eux, vers une planification organisée. Extermination ciblée des populations civiles, violence extrême, déplacement massif, mais aussi tentative de contrôle et de spoliation des zones riches en ressources. Au cours de cette rencontre, la Fondation Charlène Mouquet a également mis en lumière la dimension artistique de ce combat mémoriel. Au moment du recrutement, nous serons vraiment ouverts auprès de toute personne, que ce soit, comme vous dites, les sponsors, la presse, autres artistes qui peut-être n'est pas dans le projet, à s'associer à nous pour réaliser cette œuvre. La prochaine étape, selon les organisateurs, consiste à mobiliser les grandes instances internationales, l'Union européenne, États-Unis, Nations unies. Un vaste travail diplomatique et médiatique doit encore être mené pour enfin faire entendre la voix des victimes congolaises. Autre titre, la conseillère du chef de l'État chargée de la jeunesse et de lutte contre le violence sexuelle a présidé une journée d'échange à l'université pédagogique nationale avec la communauté estudiantine. Il était question de discuter sur les violences numériques faites aux femmes et aux jeunes filles. C'est pour sensibiliser la communauté estudiantine de toutes les institutions d'enseignement supérieur sur les violences numériques faites aux femmes et aux jeunes filles que cette journée d'échange a été organisée à l'université pédagogique nationale par la Fondation Femmes et STEM, Sciences, Technologies, Ingénierie et Maths, en partenariat avec l'UNFPA, l'ONU Femmes, la coordination présidentielle en charge de la jeunesse et lutte contre les violences sexuelles et d'autres partenaires communautaires. Cette rencontre, organisée dans le cadre de la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, était articulée autour des points suivants: danger, prévention, protection et accompagnement de la femme et de la jeune fille congolaise contre toutes les formes de violence. Dans son mot d'ouverture, Madame la rectrice de l'UPEN a réaffirmé son engagement pour la prévention des violences basées sur le genre, la protection des jeunes, la promotion de la légalité du genre et l'essor d'un leadership féminin. Quant à la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences sexuelles, Chantal Yelomoulop, a rappelé les priorités du chef de l'État. Je porte avec conviction un mandat essentiel: défendre la jeunesse, protéger les femmes et les filles et lutter contre toutes les formes de violence, y compris celles qui émergent dans les espaces numériques. La représentante adjointe de la directrice générale de l'UNFPA, Noémie Dalmonté, a lancé un message aux femmes et aux jeunes filles en ces termes. Est-ce que nous dénonçons, est-ce que nous signalons dans les réseaux sociaux quand nous voyons des images de ce type diffusées, ou est-ce que nous commentons, nous faisons un like, même des dégoûts? À l'issue de cette journée, les étudiants ont pris un engagement de ne pas privilégier ou propager toute forme de violence numérique. Dans le Congo profond, énième naufrage dans la province du Mai-Ndombe. Une vingtaine de morts et plusieurs disparus. Le raison dans ces récits de Joseph Oscar Mbalkaïj. Des naufrages à répétition sur le lac et fleuve de la République démocratique du Congo. Le dernier drame en date se produit le 27 novembre 2025 sur les eaux du lac Mai-Ndombe. Une baleinière en provenance de Kiri à destination de Mokobeni a chaviré en pleine traversée. Selon les témoignages recueillis sur place, une forte tempête combinée à la surcharge manifeste serait à l'origine de ces drames. Le bilan provisoire fait état, selon les autorités, de 9 corps repêchés, 82 rescapés et de plusieurs disparus. Ce énième accident relance une fois de plus les débats sur la sécurité de la navigation en RDC, notamment sur les lacs, les fleuves et les rivières. Pourtant, des mesures avaient été annoncées portant notamment interdiction de naviguer la nuit, du port obligatoire des gilets de sauvetage, du contrôle technique des embarcations ou encore de la fermeture de points d'embarquement non autorisés. Mais le non-respect de ces consignes reste flagrant sur le terrain et les conséquences tragiques. Et l'affaire a été portée
à la deuxième chambre du Parlement congolais. Les sénateurs se sont exprimés à ce sujet. À l'heure actuelle, honorable président, le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de morts, parmi lesquels un prélat catholique qu'on venait d'ordonner le 23 novembre 2025. Malheureusement, honorable président, je constate comme toujours un silence absolu de la part du gouvernement central. A noter qu'une délégation conduite par le gouverneur du Maïndombe, Nkoso Kevani Lebon, s'est rendue le jeudi 27 novembre 2025 au village Bokebeni, lieu du naufrage. Le gouverneur était accompagné des élus provinciaux, du médecin-chef des zones de santé et de l'équipe de la Croix-Rouge. L'objectif de cette visite était de constater l'ampleur de la tragédie et coordonner ainsi la prise en charge des victimes. Communiqué officiel, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières et rapporteur de la conférence de gouverneurs de province porte à la connaissance de l'opinion nationale que son Excellence Monsieur, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la conférence de gouverneurs de province, a accédé à la demande de report de la tenue de la 13e session de la conférence de gouverneurs de province telle que sollicitée par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence de gouverneurs de province. Cette décision intervient afin de permettre aux équipes techniques dépêchées sur le terrain de finaliser dans les meilleures conditions l'ensemble de préparatifs nécessaires à l'organisation de cette session de manière à garantir la qualité et le bon déroulement de travaux. Les nouvelles dates de la tenue de la 13e session de la conférence de gouverneurs de province seront communiqués très prochainement. Fait à Kinshasa le 29 novembre 2025, Jean-Robert Chimanga, secrétaire permanent de la conférence de gouverneurs de province. Tout à fait autre chose. La mission du Fonds social de la RDC a balisé la voie pour de partenariats futurs en faveur de la formation de jeunes. L'Agence belge de coopération internationale, ENABEL, et l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, ont accueilli la délégation du FCRDC avec enthousiasme. Edichala. Une délégation du Fonds social de la République démocratique du Congo effectue depuis lundi 24 novembre 2025 une mission à Kisangani dans la province de la Chopo. Conduite par André Oku, il s'agit d'une mission de prospection et de négociation d'un partenariat avec les centres de formation des projets ENABEL, l'agence belge de coopération internationale, avec bien d'autres centres de la province, en vue d'une formation technique et professionnelle des jeunes. Ce projet s'inscrit dans le cadre des programmes d'appui à la gouvernance et développement des compétences en appui au programme de transformation de l'agriculture en République démocratique du Congo, PAC-DCPTA. Aussitôt arrivée, la délégation du Fonds social reçue par le chef d'antenne provincial Bata Lukutu Urbain s'est dirigée à ENABEL pour une séance de travail avec la coordination de cette agence belge de coopération internationale. Les deux parties ont convenu de développer une synergie en vue de renforcer les compétences des jeunes constitués en majeure partie des femmes, et ce, dans les domaines de l'agriculture, entrepreneuriat, différentes formations sur l'ensemble de la province de la Chopo, comme le veut le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, dans sa vision de garantir la sécurité alimentaire des Congolais, laquelle vision traduite en acte par le coordonnateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo, Philippe Ngouala-Malimba. La mission du Fonds social de la République démocratique du Congo s'est rendue par la suite à l'ANADEC, Agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat congolais. Ici encore, une réunion stratégique qui a porté essentiellement sur les modalités d'une insertion socio-professionnelle rapide des jeunes dans les secteurs innovants et porteurs de croissance dans le cadre de ce projet d'appui à la gouvernance et développement des compétences financé par la Banque africaine de développement BAD. En séjour à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, le vice-premier ministre de la fonction publique a procédé à la publication des annuaires alphabétiques des agents publics de l'État. Des résumés avec Nadine Kilosho, Cédric Yenina et Moke Malouma. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la publication officielle des annuaires alphabétiques et numériques des agents publics de l'État dans la province de la Chopo.
Ces annuaires, fruits d'un travail minutieux réalisé par des experts congolais, permettent désormais d'avoir une cartographie claire des agents en service. Dans son adresse, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a insisté sur la nécessité de bâtir une fonction publique moderne, transparente et centrée sur la performance. En publiant ces annuaires alphabétiques et numériques, nous mettons fin à des décennies d'improvisation et d'approximation dans la gestion du capital humain de l'État. Nous affirmons qu'en République démocratique du Congo, désormais, nul ne peut être serviteur de l'État sans trace, ni être rémunéré sans existence légale et vérifiée. Le gouverneur de province a salué cette démarche, tandis que les agents publics de l'État ont, de leur côté, exprimé leur reconnaissance pour une réforme qui, selon eux, redonne à la fonction publique ses lettres de noblesse. C'est pour la toute première fois que nous ayons un document de référence où tous les agents publics de l'État sont répertoriés et où les adresses sont bien connues. Auparavant, il n'y avait que des paperasses. Avec l'annuaire, on a été recensés et tous nos données sont au niveau des serveurs centrales. Je ne quitterai plus l'administration publique. Mon nom est dans l'annuaire. Chez moi, dans ma mémoire, il sera toujours vivant. Mais ce qu'il a fait, ça n'a jamais été fait. Dans le registre économique, le vice-premier ministre de l'économie nationale a échangé avec une délégation japonaise venue présenter à Daniel Mukoko Samba le plan directeur pour la chaîne d'approvisionnement en minerais critiques. Rodépana. Cette délégation de ces sociétés japonaises veut investir en RDC dans le secteur minier. Le ministère de l'économie nationale étant la porte d'entrée, c'est donc à juste titre que ces investisseurs japonais échangent avec l'économiste national Daniel Mukoko Samba. Objectif, renforcer le partenariat économique entre le Japon et les pays d'Afrique subsaharienne dans le cadre de la mission japonaise dédiée à la collaboration accrue avec les continents. Hashimoto, chef de la délégation et représentant du ministère japonais de l'économie, commerce et industrie, METI, explique. Toutes ces sociétés japonaises sont venues pour discuter par rapport au plan directeur concernant la chaîne d'approvisionnement dans la région du cuivre. Nous sommes vraiment très satisfaits de la discussion que nous avons eue avec son Excellence. Visiblement satisfait, le VPM Koko Samba a salué l'engagement du Japon à explorer de nouvelles pistes de collaboration avec la RDC. Il a rappelé que le secteur cuivre et cobalt en RDC est aujourd'hui largement dominé par des entreprises chinoises. Pour le numéro 1 de l'économie congolaise, cette dynamique démontre qu'il est temps pour la RDC d'ouvrir davantage son secteur économique à de nouveaux partenaires, diversifier les alliances et renforcer la coopération mutuellement bénéfique. Très émus de cette discussion, les membres de la délégation japonaise ont réaffirmé la volonté de leur gouvernement de travailler étroitement avec la RDC et l'Afrique subsaharienne afin de promouvoir les investissements durables et les projets structurels au bénéfice de l'ensemble de la population. Et puis le ministre des Finances a mobilisé le membre de la Troïka politique autour de la stabilité macroéconomique à l'approche de discussion de la deuxième revue du programme conclu avec le FMI qui va se réunir le 19 décembre 2025 aux États-Unis d'Amérique. Sylvie Moembo et Ibrahim Chako. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la réunion du conseil d'administration du Fonds monétaire international prévu le 19 décembre aux États-Unis d'Amérique, consacrée à la deuxième revue du programme appuyé par cette institution de Bretton Woods pour lequel un accord au niveau des services a été trouvé entre l'équipe du FMI et le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la stabilité institutionnelle. Parmi les points abordés figurent entre autres les repères structurels du programme, la question du plan de la trésorerie, l'opérationnalisation de la direction générale du Trésor, de la comptabilité et du patrimoine, ainsi que le renforcement du rôle de comptable public. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, qui a présidé cette réunion de la Troïka politique, a également fait le point de l'ensemble des repères structurels qui étaient respectés à l'instar de la réforme sur la facture normalisée dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er décembre 2025, marquant une avancée majeure en matière de modernisation et de transparence fiscale.
Selon Félicien Moulinda, coordonnateur du comité de suivi des réformes, le ministre des Finances a présenté un état de lieu actualisé des finances publiques mettant en avant les ajustements en cours pour assurer la cohérence du cadre budgétaire et le respect des orientations arrêtées avec le Fonds monétaire international. On prépare à cette réunion le vice-ministre du budget, le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, les directeurs de cabinet adjoints de la première ministre et les experts du ministère du budget et des Finances. Après la projection du documentaire, le Mine du Sang à Lubumbashi, un débat très animé a réuni chercheurs, journalistes et acteurs de la société civile autour du deal sécuritaire et de la bataille géopolitique qui fait livre la grande puissance pour le minerai stratégique de la RDC. Organisée par Renaissance congolaise et l'Institut de recherche en droits humains, la rencontre est intervenue juste après la projection du documentaire Le Mine du Sang, qui retrace la face cachée de l'exploitation minière. Les journalistes et politologues Freddy Moulumba a replacé ce nouvel accord sécuritaire dans une longue tradition de partenariat fondée sur le minerai. Dès l'Union minière du Haut-Katanga en 1906, au contrat sino-congolais de 2007 jusqu'au deal RDC-USA-Rwanda de 2025, centré sur le minerai stratégique. Trump est globaliste, il vous dit American First. Tout c'est pour l'Amérique. Le Qatar n'est pas américain, tout comme les Européens ne sont pas américains. Si on parvient à signer ce deal, je pense que les multinationales européennes, tout comme arabes, auront des difficultés parce que l'Amérique veut prendre. Voilà pourquoi on tourne en rond. Mais qu'on le veuille ou non, les deals aura bel et bien lieu. Parce qu'il en va de la survie de l'Amérique en tant que grande puissance. Pour Patrick Mbala Malamba, politiste, ces partenariats triangulaires redessinent la carte des influences. Pour le Rwanda, c'est un enjeu géostratégique. Pour la RDC, il est politique, sécuritaire et territorial. Sous la modération de Maître Hubert Chiswaka, les échanges ont mis à nu plusieurs failles, notamment absence de stratégie minière, manque de doctrine géopolitique, faible mobilisation du monde scientifique. Sans un État fort et visionnaire, la RDC restera vulnérable et incapable de défendre ses ressources. Sous Félix-Antoine Tshisekedi, le pays se dote d'un État souverain, mieux gouverné et capable de transformer ses minéraux en atouts. La relance économique de la RDC intéresse aussi sa diaspora. Nos reporters étaient à la rencontre de Dorcas Kayembe, jeune entrepreneur congolaise vivant à Bruxelles en séjour à Kinshasa. Pour elle, la vision du président Félix Tshisekedi est possible faire de millionnaires congolais. C'est une interview exclusive résumée plutôt par Mireille Ndeke. L'entrepreneuriat, moteur essentiel pour la création d'emplois, l'innovation et la transformation économique de la RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en fait son cheval de bataille, tout en incitant les Congolais à devenir de millionnaires, gage de l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Cet appel vibrant du chef de l'État a atteint la diaspora. Dorcas Kayembe Stamili, congolaise d'origine vivant à Bruxelles, en séjour en RDC, tient à créer des ponts entre la diaspora et la jeunesse congolaise. Jeune femme entrepreneur, elle crée sa première entreprise à 22 ans. Elle partage ici son expérience. J'ai tout d'abord commencé mon entreprise d'événementiel, Tati Dora. Donc là, j'organisais des événements pour les enfants, des des anniversaires, des mariages. Et puis je me suis spécialisée dans les événements d'entreprise. Par la suite, j'ai ouvert mon entreprise donc dans les affaires publiques et relations publiques, DKS Consulting. Et alors là, je suis, comme je le disais tout à l'heure, des entreprises dans leur développement de leur réseau. Politologue de formation, très ambitieuse, elle embrasse également la carrière politique en 2024. Elle mène sa première campagne électorale européenne sous le couleur du Parti socialiste. Elle récolte près de 23 000 voix. Une expérience qui a marqué un tournant dans son positionnement public et a contribué à renforcer sa notoriété. Elle incite le jeune quinoise à saisir les opportunités pour réussir en entrepreneuriat.
Les bureaux du Conseil économique et social informent l'opinion tant nationale qu'internationale que la clôture de la session ordinaire d'octobre 2025 aura lieu. C'est lundi 1er décembre 2025 à 10h de Kinshasa dans la salle de plénière du siège du Conseil économique et social. La présence obligatoire de tout le conseiller de la République à la cérémonie de clôture est exigée. Faite à Kinshasa le 27 novembre 2025, René Ngongo, rapporteur. L'atelier de la revue du portefeuille FIDA a permis d'évaluer la réalisation de ces partenariats, de ces partenaires techniques dans la mise en œuvre de projets de développement dans le secteur agricole. C'est le ministre d'État de l'Agriculture qui a procédé à l'ouverture de ces travaux. Marie-Pascale Kalonga. C'est le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire qui a procédé à l'ouverture des travaux de l'atelier de la revue du portefeuille FIDA en RDC. Moïndo Nzangi a reconnu l'appui du partenaire FIDA au gouvernement de la République et beaucoup plus au ministère de l'Agriculture à travers la mise en œuvre des projets de développement agricole. Il a en outre émis quelques recommandations quant au fonctionnement de tous les partenaires financiers. FIDA parle mondial AFD de mettre en place des programmes communs ou parallèles sous la coordination stratégique des hauts niveaux afin d'être plus efficace au plus fort. Pour ce faire, le ministère de l'Agriculture a soumis au gouvernement la stratégie globale de mise en œuvre de la revanche sol sur le sous-sol telle qu'est tracée par le président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Une stratégie en harmonie avec la politique agricole nationale. L'État doit se désengager de l'agriculture pour être un accompagnateur, a expliqué Moïndo Nzangi. L'État va se désengager des activités de production. Et c'est dans ce cadre-là que l'ensemble des partenaires doivent procéder à établir un système viable, un système harmonieux, un système plus performant. 3 projets sont soutenus efficacement par le FIDA à renchérir Moïndo Nzangi avec l'accompagnement de l'AFD et de l'ECOFIN. Il s'agit de Passa NK avec 58 millions de dollars américains, Padri avec 130 millions de dollars et Avenir avec 213 millions de dollars. L'enveloppe globale de ce projet représente près de 400 millions de dollars américains qui est fort capable de booster le développement du secteur agricole de la République démocratique du Congo. Ces travaux se sont déroulés en présence des secrétaires généraux du ministère du Développement rural, de Pêche et Élevage, des Finances, ainsi que celui de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. À présent, intervention chirurgicale gratuite au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo de la SANSES. Le patient venu de tout le coin de la République ont retrouvé le sourire. Sourire aux lèvres, cœur apaisé, ce ressenti s'est concrétisé grâce au centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo au CHTT de la CNSS que dirige Charles Moudiaï Kazadi. Ce jeune garçon de 19 ans, visiblement joyeux, marche de nouveau. Une intervention chirurgicale réussie et ce, après plusieurs années de souffrance. Sauvé d'une tumeur à la jambe gauche, désormais c'est à l'aide d'une prothèse que Martin Kavuma Kabongo fait à nouveau ses pas. Des cas similaires, le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, CHTT, en compte plusieurs. Lamir Diasivi, neurochirurgien du Niger, salue le travail abattu par le CHTT. Vous savez, les soins en neurochirurgie coûtent extrêmement cher. Ce sont des opportunités comme ça qui permettent aux familles d'être soulagées et cela contribue efficacement au développement de notre communauté. Présent à ce bootcamp et campagne de neurochirurgie gratuite, le représentant du ministre de tutelle se dit impressionné par la qualité du plateau technique de ce centre hospitalier. Plus de 6 mois après son lancement, le centre est fonctionnel vraiment en plein régime. J'ai visité tout le centre et je suis vraiment émerveillé. Il faut noter que ces opérations ont été réalisées par des neurochirurgiens venus des 4 coins du monde, précisément 22 nations, dans le cadre du congrès des neurochirurgiens de l'Afrique centrale organisé par le CHTT CNSS.
Et tout dernier communiqué avant de nous quitter. La régie des OSA, direction régionale de Kinshasa-Est, informe le public du lancement de la campagne de recouvrement spécial de ses créances auprès de ses abonnés durant ces mois de décembre 2025 afin de garantir son exploitation. Elle continue avec l'opération de déconnexion de branchement des abonnés coupés qui ne s'y manifestent pas pour la réouverture. Elle demande par conséquent à tous ses abonnés en retard de paiement de bien vouloir payer leurs factures de consommation d'eau afin d'éviter tout désagrément lié à l'interruption de la fourniture d'eau et rappelle que toute facture du mois est payable dans le 8 jours de sa réception. Par ailleurs, la Régie des eaux et ça informe ses abonnés que le paiement en ligne est effectif par son site internet www.regiedeseaux-rdc.com ou par mobile Airtel Money et M-Pesa en composant le code étoile 40 20 dièse yes. Fait à Kinshasa le 28 novembre 2025, le directeur régional de Kinshasa-Est, ingénieur Adolphe Kamonaye Lukonga. À toutes et à tous, bonne soirée. L'actualité reste en continu en français, en lingala, en swahili, en chuluba, en kikongo sur la RTNC, la RTNC.cd. Je vous retrouve demain à 13h30 et à 20h